Bienvenue à nouveau. Nous avons ce que je considère comme l'équipe McDougall. C'est un groupe d'associés. En fait, c'est des amis que j'ai depuis 20 ou 30 ans. Et notre prochain présentateur est l'un de ces hommes qui a travaillé avec nous, travaillé en collaboration avec ce que nous avons fait. Nous nous sommes soutenus et nous avons un public à peu près semblable. Une chose qui distingue vraiment notre prochain présentateur est sa capacité à communiquer. Je comprends maintenant, mais j'ai été juste choqué d'apprendre qu'il avait donné plus d'1 millier de conférences, et parfois il a donné jusqu'à 4 conférences par jour. C'est remarquable. Quelle personne dévouée. Et il a enfin fini par sortir son premier livre. Le titre, c'est « Comment ne pas mourir ». Et quel titre! Et ça fait 7 semaines consécutives que son livre est sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Et comme nous sommes amis de longue date et que j'ai un grand respect pour lui, il a été l'un des conférenciers pour au moins une présentation chaque année, et ce depuis je ne sais combien d'années. Et je sais que vous allez l'apprécier, le docteur Michael Greger. J'ai repris tellement de grandes idées au Dr John McDougall que c'est tout à fait normal qu'il prenne ma barbe. Permettez-moi de commencer sur une note personnelle. Voici une photo de moi, juste avant que ma grand-mère ait été diagnostiquée d'une maladie cardiaque en phase terminale et renvoyée chez elle pour mourir. Elle avait déjà eu tant de pontage coronarien qu'en gros les médecins étaient à court de tuyauterie à un moment donné. Elle était confinée à un fauteuil roulant avec des douleurs thoraciques oppressantes. Il ne pouvait plus rien faire pour elle, sa vie était finie à 65 ans. Mais elle a alors entendu parler de ce gars-là, Nathan Pritikin, l'un de nos premiers pionniers de la médecine de mode de vie. Et ce qui s'est passé ensuite est relaté dans le livre biographique de Pritikin. Ma grand-mère était l'une de ces personnes au seuil de la mort. Frances Greger est arrivée à l'une des premières sessions de Pritikin dans un fauteuil roulant. Madame Greger avait une maladie cardiaque, une angine, une claudication. Son état était si mauvais qu'elle ne pouvait plus marcher sans avoir de grandes douleurs dans la poitrine et dans les jambes. En 3 semaines cependant, elle était non seulement en dehors de son fauteuil roulant, mais marchait 16 km par jour. Voici ma grand-mère au mariage de son petit-fils, soit 15 ans après qu'elle ait reçu sa condamnation à mort médicale. Et grâce à une alimentation saine, elle a pu vivre encore 31 ans sur cette terre, jusqu'à 96 ans, et profiter de ses 6 petits-enfants, moi y compris. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait médecine. Lorsque le docteur Ornish a publié son étude sur le mode de vie et sur le cœur, des années plus tard, il a prouvé à l'aide d'angiographie quantitative que la maladie coronarienne pouvait être inversée et réouvrir les artères sans médicaments ou chirurgie, et ce, juste grâce à un régime alimentaire à base de plantes et d'autres changements sains de style de vie. À ce moment-là, j'ai cru que ça allait changer la donne. Je veux dire par là, ma famille l'avait vu de ses propres yeux. Mais ici, c'était noir sur blanc, dans certaines des plus prestigieuses revues médicales de la planète. Mais rien ne s'est passé. Et donc, j'ai commencé à me demander si le remède à notre cause de décès numéro 1 pouvait se perdre aussi facilement et être complètement ignoré. Qu'y avait-il d'autre dans la littérature médicale qui pourrait aider mes patients? J'en ai donc fait la mission de ma vie de le découvrir.
Pour ceux qui ne connaissent pas mon travail, chaque année, je lis chaque numéro de chaque journal de nutrition de langue anglaise dans le monde pour que des gens comme vous n'aient pas à le faire. Je compile ensuite tout ce qu'il y a de plus intéressant, de plus novateur et les résultats les plus utiles et je télécharge les vidéos et les articles que je publie chaque jour sur mon site à but non lucratif nutritionfact.org. Tout sur le site est gratuit. Il n'y a pas de publicité et pas d'entreprise qui sponsorise. C'est strictement non commercial, je ne vends rien. C'est simplement mis à disposition du public juste par amour. De nouveaux articles et vidéos chaque jour sur les preuves en nutrition les plus fondées. Wow, quel concept incroyable! Bon, donc d'où le docteur Pritikin obtenait-il ces preuves? Eh bien, un réseau d'hôpitaux missionnaires mis en place dans l'Afrique subsaharienne a découvert ce qui peut être le progrès le plus important de la santé, selon l'une des plus célèbres figures médicales du XXe siècle, le docteur Denis Burkitt. Le fait que beaucoup de nos maladies occidentales les plus courantes et importantes y étaient universellement rares, comme les maladies cardiaques. Je cite, « Dans la population africaine de l'Ouganda, la maladie coronarienne est presque inexistante. » Quoi? Notre cause de décès numéro 1 est chez eux presque inexistante? Mais que mangeaient-ils alors? Ils mangeaient beaucoup de féculents, de céréales riches en amidon, des légumes verts, et leur source de protéines était presque exclusivement de sources végétales. Et ils avaient les taux de cholestérol pour le prouver. Et en fait, leur taux était très semblable à ce que vous voyez ici, l'équivalent à ceux qui ont une alimentation moderne à base de plantes. Je me suis alors dit, attendez voir, peut-être que les Africains mouraient simplement, prématurément d'une autre maladie et ne vivaient jamais assez longtemps pour avoir une maladie cardiaque. Eh bien non. Voici les taux des crises cardiaques à des âges comparables en Ouganda par rapport à Saint-Louis, USA. Sur 632 autopsies en Ouganda, on a seulement un cas d'infarctus du myocarde. Alors que sur 632 autopsies d'âge et sexe comparables dans le Missouri, on a 136 infarctus du myocarde. Donc plus de 100 fois le taux de notre tueur numéro 1. Ils ont été tellement surpris qu'ils sont retournés là-bas et ils ont fait encore 800 autopsies supplémentaires en Ouganda, et toujours juste un seul petit infarctus, et qui n'a même pas été la cause de la mort. Donc sur 1427 patients, le résultat est moins d'1 sur 1000. Alors qu'ici, les maladies cardiaques sont une épidémie. Voici la liste des maladies communément trouvées ici dans les endroits qui mangent et vivent comme les États-Unis, mais qui étaient rares, voire inexistantes dans les populations concentrant leur alimentation autour d'aliments végétaux complets. Ce sont parmi nos maladies les plus courantes, comme l'obésité par exemple, ou l'hernie hiatale, qui est l'un des problèmes d'estomac le plus courant. Les varices et les hémorroïdes, qui sont deux des problèmes veineux les plus courants. Le cancer colorectal, qui est la cause majeure de décès liés au cancer. La diverticulite, c'est la maladie numéro 1 de l'intestin. L'appendicite, c'est la cause numéro 1 de la chirurgie abdominale d'urgence. Les troubles de la vésicule biliaire, c'est le numéro 1 de la chirurgie abdominale non urgente. Et enfin, les maladies cardiaques ischémiques, notre principale cause de décès ici. Mais d'une rareté incroyable parmi les populations dont l'alimentation est à base de plantes. Cela suggère donc que les maladies cardiaques peuvent être un choix. Un peu comme les caries. Si vous regardez les dents des gens qui ont vécu plus de 10 000 ans avant l'invention de la brosse à dents, ils n'avaient quasiment pas de caries. Ils ne se sont jamais brossé les dents de leur vie, et pas de fil dentaire, et pourtant aucune carie. Alors pourquoi? Parce que les sucreries n'avaient tout simplement pas encore été inventées. Alors pourquoi les gens continuent-ils d'avoir des caries, quand on sait qu'elles sont évitables par l'alimentation? L'explication est simple, c'est probablement parce que le plaisir du dessert l'emporte en fait sur le coût et l'inconfort de la chaise du dentiste pour beaucoup de gens. Mais bon, pourquoi pas à la rigueur, tant que les gens comprennent les conséquences de leurs actions, je vois mal ce que je peux faire de plus en tant que médecin, n'est-ce pas? Si vous pensez que les avantages sont supérieurs aux risques, pour vous et votre famille, alors allez-y. J'apprécie certainement de faire de temps en temps des écarts, et bon, j'ai une bonne couverture pour les soins dentaires, c'est vrai.
Mais si au lieu de la plaque dentaire, nous parlions de la plaque qui se met en place à l'intérieur de vos artères? C'est une autre maladie qui peut être prévenue en changeant votre alimentation. Mais quelles sont les conséquences pour vous et votre famille? Nous ne parlons plus maintenant seulement d'éliminer le tartre. Nous parlons maintenant de la vie et de la mort. La cause la plus probable de décès de nos proches est la maladie cardiaque. Donc être présent à un événement du Dr McDougall comme celui-ci est donc le meilleur cadeau possible pour la Saint-Valentin que vous pouvez faire. Il revient donc à chacun de nous de décider ce qu'il faut manger et comment vivre. Mais nous devons faire ces choix consciemment. Nous éduquer sur les conséquences prévisibles de nos actions. La maladie coronarienne, l'athérosclérose et le durcissement des artères commencent dans l'enfance. À 10 ans, les artères de la plupart des enfants élevés au régime alimentaire américain standard ont déjà des stries lipidiques qui sont la première phase de la maladie. Et ensuite, ces plaques commencent à se former dès nos 20 ou 30 ans et peuvent ensuite commencer à nous tuer. Dans notre cœur, cela est appelé une crise cardiaque. Et dans notre cerveau, la même maladie est appelée un accident vasculaire cérébral. Donc s'il y a quelqu'un ici dans la salle aujourd'hui âgé de plus de 10 ans, alors la question n'est plus si oui ou non il faut manger sainement pour prévenir une maladie cardiaque, mais la question c'est est-ce que vous voulez inverser la maladie cardiaque que vous avez déjà développée? Et vous vous demandez comment est-ce possible? Lorsque les chercheurs ont pris des personnes souffrant de maladies cardiaques et les ont mis sous le même genre de régime que suivi par des populations qui n'ont pas de maladie cardiaque, l'espoir des chercheurs était de ralentir la maladie, voire peut-être même de l'arrêter. Mais à la place, quelque chose de miraculeux s'est produit. La maladie a commencé à s'inverser, à aller mieux. Dès que les patients ont arrêté de manger une alimentation qui obstrue leurs artères, celles-ci ont commencé à se réouvrir. Leurs corps ont pu commencer à dissoudre une partie de cette plaque, sans médicaments et sans chirurgie. Et même pour les personnes atteintes de tritronculaire coronarienne grave, ce qui laisse suggérer que leur corps voudrait être en bonne santé pendant tout ce temps, mais que leur corps n'avait simplement jamais eu cette possibilité. Sur l'image, vous pouvez voir cette amélioration de la circulation sanguine. Et c'est seulement 3 semaines après commencer à manger sainement. Permettez-moi de partager avec vous ce qui a été appelé le secret médical le mieux gardé. Le secret médical le mieux gardé est que parfois, si on lui donne les bonnes conditions, notre corps peut se guérir lui-même. Si par exemple vous cognez votre tibia vraiment fort sur une table basse, il peut devenir tout rouge, chaud et gonflé, n'est-ce pas? Mais il guérira naturellement si vous n'intervenez pas et laissez la magie de votre corps suivre son cours. Mais que se passerait-il si vous continuez à cogner votre tibia au même endroit chaque jour, en fait 3 fois par jour, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner? Il ne guérirait jamais. Vous iriez chez votre médecin et lui direz « Oh, mon tibia fait si mal ». Et sa réponse serait « Oh, pas de problème » en sortant son calepin et il vous rédigerait une ordonnance pour des analgésiques. Vous continuerez donc toujours à vous cogner très fort le tibia 3 fois par jour et il ira toujours aussi mal, mais c'est tellement mieux avec ces pilules contre la douleur. Oh oui. Remercions le ciel pour la médecine moderne. C'est comme prendre de la nitroglycérine en cas de douleur de poitrine oppressante. C'est un soulagement énorme, mais vous ne traitez pas la cause sous-jacente de la maladie. Notre corps veut revenir à la santé si nous le laissons faire. Mais si nous continuons à le reblesser 3 fois par jour, il ne peut jamais guérir. C'est comme fumer. Une des choses les plus étonnantes que j'ai apprises pendant toute ma formation médicale, c'est que 15 ans après avoir arrêté de fumer, votre risque de cancer du poumon se rapproche de celle d'un non-fumeur depuis toujours. Étonnant, n'est-ce pas? Vos poumons peuvent éliminer tout ce goudron, et finalement, c'est presque comme si vous n'aviez jamais commencé à fumer.
Et chaque matin de votre vie de fumeur, ce processus de guérison commence jusqu'à ce que, vlan, avec notre première cigarette de la journée, nous reblessons nos poumons à nouveau avec chaque bouffée, et tout comme nous pouvons reblesser nos artères avec chaque bouchée, alors que tout ce qu'il faudrait faire, le remède miracle, c'est juste de s'arrêter, de ne pas interférer avec le corps, et de laisser les processus naturels de guérison de notre corps nous ramener à la santé. Bien sûr, vous pouvez choisir la modération et vous frapper le tibia avec un petit marteau si vous voulez. Mais la vraie question, c'est pourquoi vous en prendre à vous-même tout court? Nous le savons depuis des décennies. Voici la publication du journal American Heart Journal de 1977, le cas comme monsieur F.W. ici. Angine de poitrine tellement sévère qu'il ne pouvait même pas aller jusqu'à la boîte aux lettres. Il a commencé à manger plus sainement et quelques mois après, il escalade des montagnes, le tout sans douleur. Bon, c'est vrai qu'il y a de nouveaux médicaments anti-angineux sur le marché aujourd'hui, et ils coûtent des milliers de dollars par an, et à la dose la plus élevée, ils peuvent prolonger avec succès la durée de l'exercice d'aussi longtemps que, attention, 33 secondes et demie, mesdames, messieurs. Et donc c'est très peu probable que ceux qui choisissent la voie des médicaments escaladent des montagnes de sitôt. Vous voyez, une alimentation à base de plantes est non seulement plus sûre et moins chère, mais également plus efficace. Les maladies cardiaques sont notre tueur numéro 1. Le tueur numéro 2, c'est le cancer. Qu'est-ce qui se passe si vous soumettez le cancer à une alimentation à base de plantes? Le docteur Dean Ornish et ses collègues ont constaté que la progression du cancer de la prostate pouvait être inversée avec une alimentation à base de plantes et des habitudes de vie saines. Et ce n'est pas étonnant. Si vous faites couler du sang de ceux qui ont un régime américain standard sur des cellules cancéreuses se développant dans une boîte de pétri, la croissance du cancer est réduite d'environ 9%. Mais mettez les gens sous un régime à base de plantes pendant 1 an et leur sang peut arriver à ce résultat-là. Le sang qui coule donc dans le corps de ceux qui ont une alimentation à base de plantes a presque plus 8 fois plus de puissance de freinage quant à la croissance des cellules cancéreuses. Il s'agissait du cancer de la prostate, le principal cancer mortel spécifique aux hommes. Chez les femmes, il s'agit du cancer du sein. Ils ont donc voulu refaire l'étude avec des femmes et des cellules cancéreuses du sein. Mais voyez, ils ne voulaient pas attendre toute une année pour avoir des résultats. Ils se sont donc dit, voyons ce qu'un régime à base de plantes peut faire en juste 2 semaines, contre 3 types différents de cancer du sein. Voici la situation avant la croissance de la cellule cancéreuse, donc c'est 100%. Voici après seulement 2 semaines, avec une alimentation saine. Voici une sorte de photo de la situation avant. Ceci est une photographie prise au microscope. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déposé, disons, comme un tapis de cellules cancéreuses humaines du sein, puis ils ont fait couler du sang de femmes mangeant un régime américain standard sur ces cellules. Et comme vous pouvez le voir, cela casse en quelque sorte le cancer et ça crée de petits compartiments cancéreux. Ainsi, même les femmes qui ont une mauvaise alimentation ne sont pas totalement sans défense. Mais ensuite, ils prennent ces mêmes femmes, les mettent sous un régime à base de plantes, et 2 semaines plus tard, elles agissent donc comme leur propre groupe de contrôle. Ces mêmes femmes, 2 semaines de plus tard, avec un régime à base de plantes, ils ont posé une autre couche de cancer du sein, puis ils ont fait couler du sang de ces mêmes femmes 2 semaines plus tard, et leur sang peut faire ça. Il ne reste juste que quelques cellules cancéreuses individuelles. Leur corps s'est complètement nettoyé. Donc avant et après. En seulement 2 semaines à manger sainement. Leur sang est devenu beaucoup plus hostile envers le cancer. Bon, ralentir la croissance des cellules du cancer, c'est bien, mais les éliminer, ce serait encore mieux. Voici ce qu'on appelle l'apoptose. C'est la mort cellulaire programmée. Leurs corps ont pu en quelque sorte reprogrammer les cellules cancéreuses, les forçant à une retraite anticipée. Voici ce qu'on appelle l'imagerie tunnel, mesurant la fragmentation de l'ADN ou la mort cellulaire. Ici, les cellules cancéreuses mourantes apparaissent comme des petites traces blanches. Comme vous pouvez donc le voir dans le petit coin là, il y a une cellule cancéreuse en train de mourir. C'est après avoir fait couler du sang de femmes mangeant un régime alimentaire américain sur les cellules. Ensuite, vous prenez ces mêmes femmes, 2 semaines plus tard, mangeant plus sainement, faites couler leur sang à nouveau sur le cancer et vous voyez ceci. C'est comme si vous êtes devenu une nouvelle personne tout à fait différente à l'intérieur.
Donc ce même sang, qui circule à travers le corps des femmes, a acquis le pouvoir de freiner considérablement et d'arrêter la croissance du cancer du sein en seulement 2 semaines à manger un régime alimentaire à base de plantes. Donc quel type de sang voulons-vous dans notre corps? Quel genre de système immunitaire? Voulons-nous du sang qui réagit un tout petit peu quand il y a de nouvelles cellules cancéreuses qui apparaissent? Ou voulons-nous du sang qui circule dans tous les sens, tous les recoins de notre corps, avec le pouvoir de ralentir et d'arrêter ces mêmes cellules cancéreuses? Ce renforcement spectaculaire des défenses contre le cancer a eu lieu après 14 jours d'une alimentation à base de plantes et d'ajout d'exercice physique. Ils ont demandé à ces femmes de sortir et de marcher 30 à 60 minutes par jour. Mais là, vous dites, attendez une seconde. Si vous testez 2 choses en même temps, comment savez-vous quel rôle l'alimentation a joué vraiment? Les chercheurs alors ont décidé de faire le test. Il s'agit donc de mesurer l'élimination de la cellule cancéreuse. Et voici ce que nous avons vu précédemment, l'effet du sang de ceux qui ont une alimentation à base de plantes, ici depuis 14 ans de suite, et font de l'exercice léger, comme sortir marcher tous les jours. Donc pour le régime à base de plantes et de marche, voici l'élimination des cellules cancéreuses obtenues. Comparons-le à la capacité d'éliminer le cancer de votre sédentaire, moyen, mangeur de viande, et donc on peut voir le petit hamburger en bas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la courbe, mais elle est quasiment inexistante. Mais maintenant, c'est le groupe du milieu qui est intéressant. Au lieu de 14 ans d'une alimentation à base de plantes, contre 14 ans de régime alimentaire standard, cette courbe, c'est 14 ans d'exercice intense, 1 heure chaque jour, comme la gymnastique. Ils voulaient savoir si en faisant de l'exercice suffisamment longtemps et intensément, il était possible de rivaliser avec les résultats obtenus par certains de vous, herbivores ici présents dans la salle. Et la réponse est que l'exercice aide à améliorer les choses, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais littéralement, 5000 heures passées à faire de la gym ne peut pas rivaliser avec le régime alimentaire à base de plantes. Même chose qu'avant, même si vous êtes affalé dans votre canapé en mangeant des frites, vous n'êtes pas totalement sans défense, vous pouvez tuer quelques cellules cancéreuses. Si vous faites 5000 heures d'exercice, vous pouvez éliminer beaucoup plus de cellules cancéreuses. Mais rien ne semble détruire le cancer plus efficacement qu'une alimentation à base de plantes. Nous pensons que c'est à cause des protéines animales, viande, blanc d'œuf et produits laitiers qui augmentent le niveau d'IGF-1 dans l'organisme, le facteur de croissance numéro 1, l'équivalent de l'insuline, une hormone de croissance favorisant le cancer impliquée dans l'acquisition et la progression des tumeurs malignes. Mais si nous réduisons la consommation de protéines animales, si nous mettons les gens sous une alimentation à base de plantes, leur taux d'IGF-1 chute, c'est sur l'image de gauche. Et plus ces gens suivent ce régime à base de protéines longtemps, plus il chute encore. Et leur niveau de protéines de liaison aux IGF-1 augmente, ce qui est très bien. Car la protéine de liaison aux IGF-1, c'est comme le freinage d'urgence de notre corps. C'est donc un des moyens par lesquels notre corps se protège contre une croissance excessive. Donc sous 2 semaines, vous pouvez faire chuter la production d'IGF-1 du foie, mais qu'en est-il de tous les IGF-1 que vous avez déjà et qui circulent dans votre corps, provenant du bacon et des œufs que vous avez mangés il y a 3 semaines par exemple? Eh bien votre corps utilise l'escadron anti-IGF-1 constitué des protéines de liaison, le libère dans le flux sanguin pour éliminer l'excès d'IGF-1. Comme vous le voyez, les niveaux de protéines de liaison augmentent en quelques semaines et continuent à s'améliorer le plus longtemps qu'on mange sainement. Voici l'expérience qui a révélé que le coupable était l'IGF-1. Même chose que la dernière fois. Prenez un régime à base de plantes et la croissance des cellules cancéreuses chute. Leur mort s'accélère. Mais voici la colonne intéressante ici. Qu'en est-il ensuite si vous rajoutez la quantité d'IGF-1 qui a été éliminée de votre corps grâce à une alimentation saine pendant 2 semaines? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça annule l'effet positif du régime alimentaire et de l'exercice. C'est presque comme si vous n'aviez jamais commencé à manger sainement du tout. C'est la raison pour laquelle la plus grande étude prospective sur l'alimentation et le cancer a donc pu constater que la présence de tous les cancers combinés était plus faible parmi ceux qui sont végétariens que parmi ceux qui mangent de la viande. Et c'est peut-être parce qu'ils mangent moins de protéines animales et donc se retrouvent avec moins d'IGF-1 et ainsi moins de croissance du cancer. De combien de cancers en moins parlons-nous? Pour les hommes et les femmes d'âge moyen, avec des apports élevés en protéines, on parle d'une augmentation de 75% de la mortalité totale, soit 4 fois plus de risque de mourir d'un cancer. Mais ce n'est pas pour tous les types de protéines.
c'est spécifiquement les protéines animales, ce qui est logique bien sûr, étant donné les niveaux plus élevés d'IGF-1. L'Institut académique a ensuite envoyé un communiqué de presse avec une première ligne mémorable. C'est écrit « Cette aile de poulet que vous mangez peut être aussi mortelle qu'une cigarette », expliquant que consommer une alimentation riche en protéines animales à l'âge moyen vous rend 4 fois plus susceptible de mourir d'un cancer, ce qui est comparable à ce que vous voyez pour le tabac. Quelle a donc été la réponse à cette révélation qu'une alimentation riche en viande, œufs et produits laitiers pourrait être aussi nocive pour la santé que de fumer? Eh bien, un scientifique de la nutrition a répondu que c'était potentiellement dangereux de comparer les effets du tabac à les effets de la viande et du fromage. Et pourquoi donc? Parce qu'un fumeur pourrait penser que à quoi bon arrêter de fumer si mon sandwich jambon-fromage est tout aussi mauvais pour moi? Donc chut, nous ne pouvons pas parler à personne de ce truc sur la viande et le fromage. Chut. Cela me rappelle une célèbre publicité pour les cigarettes de Philip Morris, qui essayait de minimiser les risques en disant « Vous pensez que la fumée passive est mauvaise, augmentant le risque de cancer du poumon de 19%, mais boire 1 ou 2 verres de lait peut être 3 fois pire. 62% de plus de risque du cancer du poumon. Ou vous doublez le risque aussi en cuisinant souvent avec de l'huile. Ou triplez vos risques de maladies cardiaques en mangeant non végétarien. Ou multipliez le risque par 6 en mangeant beaucoup de viande et de produits laitiers. » Et ainsi, leur conclusion est « Remettons les choses à leur juste place ici, voyons. » Le risque du cancer du poumon dû à la fumée passive est bien inférieur à celui des risques d'autres activités quotidiennes, alors allez-y, respirez profondément. Cela revient à dire « Ne vous inquiétez pas si vous vous faites poignarder, parce que se faire tirer dessus, ce serait bien pire. » Et pourquoi pas ni l'un ni l'autre? Un double risque reste toujours un risque. Mais bien sûr, vous remarquerez que Philip Morris a cessé de discréditer les produits laitiers depuis qu'ils ont racheté la marque Kraft Food. C'est juste une remarque au passage. Très bien. Qu'en est-il des 13 autres principales causes de décès? Allons-y. Les 3 principales causes de tueurs étaient les maladies cardiaques, cancer et AFC, mais c'était en 2007. Maintenant, ce sont les maladies cardiaques, le cancer et les maladies pulmonaires obstructives chroniques, MPOC, telles que l'emphysème. Et heureusement, la MPOC peut être évitée à l'aide d'une alimentation à base de plantes, et même traitée avec des plantes, améliorant la fonction pulmonaire au fil du temps. Bien sûr, l'industrie du tabac a accueilli ces résultats historiques de façon un peu différemment. Si ajouter des plantes à son alimentation peut aider la fonction pulmonaire, alors ne serait-il pas plus facile de juste ajouter des plantes à la cigarette? Eh oui, ils l'ont fait. Regardons ça. L'ajout de bédacée aux cigarettes a évidemment un effet protecteur contre l'emphysème chez les souris qui fument. Qui l'aurait cru? Bientôt, ils vont commencer à mettre des baies dans la viande. Mais en fait, l'idée ne vient pas de moi, car mesdames, messieurs, ils ont essayé. L'ajout d'extrait de fruits au steak haché ne s'est pas fait sans problème. Par exemple, les mûres ont coloré les steaks hachés d'une couleur violette très distincte, ce qui a un peu découragé les gens. Évidemment, vous pouvez aussi rendre les carcasses d'agneau plus tendres en les infusant avec du jus de kiwi avant que la rigor mortis ne s'installe. Vous pouvez même améliorer le profil nutritionnel des saucisses de Francfort en ajoutant des pépins de raisin en poudre. Mais il y a eu des plaintes sur le fait que les particules de pépins de raisin devenaient visibles dans le produit final. Et c'est vrai quoi, je veux dire, s'il y a bien une chose que nous savons sur les mangeurs de hot dog, c'est qu'ils sont très pointilleux sur ce qui est dans la nourriture. Il y a bien de l'anus de cochon, d'accord? Alors, mais des pépins de raisin, franchement, burk. Les attaques cérébrales sont le tueur numéro 4. Prévenir les attaques, c'est peut-être surtout manger des aliments riches en potassium. Pourtant, la plupart des Américains n'atteignent pas la dose minimum recommandée. Et la plupart, quand je dis la plupart, c'est 98%. 98% d'entre nous ont une alimentation déficiente en potassium. Parce que 98% d'entre nous ne consomment pas assez de plantes.
Potassium provient du mot potash. Prenez une plante quelconque, mettez-la dans un pot, réduisez-la en cendres et vous avez du potassium. Potassium, le soi-disant végétal alcalin. Mais bon, histoire vraie. Qui peut me nommer une plante en particulier riche en potassium? Les bananes, non? Je ne sais pas pourquoi, c'est l'une des choses que tout le monde connaît en nutrition. Je pense que Chiquita devait avoir une grande équipe de représentants de commerce ou quelque chose comme ça. Mais bon, il se trouve que les bananes n'entrent même pas dans le top 50 des sources. Laissez-moi voir. Arrivant au rang 86, juste après les milkshakes à la vanille des fast-foods. Ces milkshakes à la vanille de la restauration rapide, puis les bananes. Et vous savez ce qui est drôle? Quand j'écrivais le livre, je voulais m'assurer qu'ils n'avaient pas mis à jour leur liste. Et ils l'avaient fait. Donc j'ai vérifié et il se trouve que les bananes ne sont même pas dans le top 1000 des sources. Arrivant à la 1611e place, juste après les bonbons de marque Récy. Et je ne plaisante pas. Les aliments entiers avec le plus de potassium dans l'alimentation américaine sont les haricots, les légumes verts et les dattes, entre tout ce qui existe. Mais les bananes ne sont même pas dans le top 1000. En fait, si vous regardez la prochaine cause de décès majeure, les blessures involontaires, les bananes pourraient être carrément dangereuses. La maladie d'Alzheimer, notre 6e cause de décès, qui frappe maintenant un nombre affolant d'Américains, 4 millions. Pourtant, il y a 20 ans, cette maladie n'était même pas dans le top 10. Selon les dernières directives diététiques pour la prévention de la maladie d'Alzheimer, les deux choses les plus importantes que nous pouvons faire sont diminuer notre consommation de viande, de produits laitiers et la junk food ou la malbouffe, et remplacer par des légumes, des haricots, des fruits et des céréales complètes. Cela se base en partie sur des données remontant à 20 ans maintenant. Ceux qui mangent de la viande rouge ou blanche, pas d'importance, ont entre 2 à 3 fois plus de risques de souffrir de démence plus tard dans la vie. Le prochain sur la liste est le diabète de type 2, que nous pouvons prévenir, arrêter et inverser avec une alimentation à base de plantes. C'est ce que nous savons déjà depuis les années 1930. En 5 ans, environ un quart des diabétiques ont pu arrêter l'insuline. Mais vous savez, les régimes à base de plantes sont des régimes relativement hypocaloriques. Vous voyez, peut-être que leur diabète s'est juste amélioré parce qu'ils ont perdu autant de poids. Pour le savoir, ce qu'on devrait faire, c'est concevoir une étude où vous faites suivre aux gens un régime alimentaire sain, mais vous les forcez à manger autant de nourriture qu'ils ne pourraient pas perdre de poids malgré qu'ils mangeraient plus sainement. Et ensuite, nous pourrions voir si un régime à base de plantes a des avantages particuliers, des avantages uniques au-delà de simplement la perte de poids. Eh bien, il a fallu attendre 44 ans, mais ça y est. Les sujets ont été pesés tous les jours, et s'ils commençaient à perdre du poids, on leur faisait manger plus de nourriture. En fait, tant de nourriture que certains participants avaient du mal à tout manger. Ils étaient du genre « Oh non, pas une nouvelle tortilla !»« Oh, pas une autre salade !»« Oh !» Mais ils se sont finalement adaptés, et donc pas de changement significatif du poids corporel, malgré la restriction de viande, produits laitiers, œufs et junk food ou malbouffe. Et donc, avec une perte de poids nulle, un régime à base de plantes a-t-il aidé? Eh bien, les besoins globaux en insuline ont été réduits environ de 60%, et la moitié ont pu stopper l'insuline entièrement malgré l'absence de changement de poids. Combien d'années cela a-t-il pris? Non. En fait, c'est 16 jours. Nous parlons de diabétiques qui ont eu le diabète depuis 20 ans, s'injectant 20 unités d'insuline par jour, et ensuite, seulement 13 jours plus tard, plus besoin d'insuline du tout, et ce grâce uniquement à 2 semaines d'un régime à base de plantes. Du diabète depuis 20 ans, et plus aucune insuline dans 2 semaines. 20 ans de diabète parce que personne ne leur avait parlé d'un régime à base de plantes. Voici le patient numéro 15. Il prenait 32 unités d'insuline sous le régime alimentaire normal de contrôle, puis 18 jours plus tard, sous un régime végétal, aucune dose d'insuline. Donc moins de sucre dans le sang malgré l'arrêt de prise d'insuline. Voilà le pouvoir des plantes.
Et en prime, leur taux de cholestérol est tombé en chute libre jusqu'en dessous de 150 en seulement 16 jours. Donc un changement alimentaire modéré équivaut à changement de cholestérol modéré. La question est, quelle quantité de diabète voulez-vous? L'adage « tout est bon en modération » est quelque chose que beaucoup de monde croit comme vrai. Des changements alimentaires modérés peuvent donc laisser les diabétiques avec une perte visuelle modérée, une insuffisance rénale modérée, des amputations modérées, peut-être juste quelques orteils par exemple. Donc non, tout en modération, c'est pas vrai, c'est pas nécessairement une bonne chose. Vous connaissez sûrement cette étude qui visait à montrer que les régimes riches en viande, œufs et produits laitiers pouvaient être aussi nocifs pour la santé que de fumer, n'est-ce pas? Le résultat suggérait que les personnes qui mangeaient beaucoup de protéines animales sont 4 fois plus susceptibles de mourir d'un cancer ou de diabète. Mais si vous regardez l'étude proprement dite, vous verrez que ce n'est pas vrai. Ceux qui mangent beaucoup plus de protéines animales n'avaient pas 4 fois plus de risque de mourir du diabète. Ils avaient 73 fois un risque plus élevé de mourir du diabète. Mais ceux qui ont choisi la modération, mangeant une quantité modérée de protéines animales, avaient seulement 23 fois le risque de mourir du diabète. Le tueur numéro 8 est l'insuffisance rénale, qui peut être à la fois évitée et traitée avec un régime alimentaire à base de plantes. Et ce n'est pas étonnant, car les reins sont des organes très vascularisés. Les chercheurs de Harvard ont trouvé 3 facteurs alimentaires de risque pour l'insuffisance rénale. Numéro 1, les protéines animales. Numéro 2, la graisse animale. Numéro 3, le cholestérol. Tous, bien sûr, se trouvant dans un seul type d'aliment. La graisse animale peut modifier la structure actuelle de nos reins sur la base d'études comme celle-ci, montrant des bouchons de graisse bloquant littéralement le travail dans les reins autopsiés. Et la protéine animale peut avoir un effet profond sur la fonction rénale normale, induisant ce qu'on appelle l'hyperfiltration. Ça augmente la charge de travail pour le rein, mais on n'a pas ce problème-là avec la protéine végétale. Mangez du thon et vous pouvez voir une pression accrue sur les reins. 1 heure, 2 heures et 3 heures après le repas, elle monte en flèche. Mais si au lieu d'avoir un sandwich salade thon, vous avez un sandwich tofu salade avec la même quantité exacte de protéines, il n'y aura pas d'effet secondaire. Les reins peuvent gérer les protéines végétales sans même sourciller. Alors la question c'est, pourquoi la protéine animale cause-t-elle une réaction de surcharge, mais pas la protéine végétale? Il semble que cela soit dû à l'inflammation provoquée par la protéine animale. Comment savons-nous cela? C'est parce que si vous donnez un médicament anti-inflammatoire puissant en même temps que le thon, vous pouvez en fait supprimer cet effet d'hyperfiltration et cet effet de fuite de protéines en réponse à l'ingestion de la viande. Bien sûr, il y a la charge acide. La protéine animale induit la formation d'acide dans le rein, qui peut alors conduire à ce qu'on appelle la toxicité tubulaire, qui est l'endommagement des tubules fragiles fabriquant l'urine dans le rein. Les aliments d'origine animale tendent à être acidifiants, tandis que les aliments végétaux ont tendance à être soit neutres, soit en fait alcalins, ce qui est effectivement une bonne base pour contrecarrer une partie de cet acide. La solution donc, pour arrêter la progression de la maladie rénale chronique, peut se trouver au rayon fruits et légumes, plutôt qu'au rayon pharmacie. Pas étonnant que les régimes à base de plantes soient utilisés depuis des décennies pour l'insuffisance rénale. Voici une fuite de protéines dans les urines sous le régime traditionnel pauvre en sodium que les médecins prescriraient normalement à leurs patients. Puis on applique un régime végétalien avec des suppléments, puis à nouveau conventionnel, à base de plantes, conventionnel, à base de plantes, et ça active et désactive le dysfonctionnement rénal comme un interrupteur. Et ce uniquement sur la base de ceux qui rentrent dans votre bouche. Le tueur numéro 9 est les infections respiratoires. Quel rôle possible pourrait jouer l'alimentation? Eh bien, vous n'avez sûrement pas vu ma vidéo « Chou quel et le système immunitaire » parlant des effets immunostimulants du chou frisé. Y a-t-il une seule chose que le chou frisé ne puisse pas faire? Stimulant la production d'anticorps 7 fois,
Mais ça, c'est dans une boîte de pétri. Qu'en est-il réellement chez les personnes? Eh bien, si vous prenez deux groupes, des hommes et des femmes âgés, et vous les séparez, la moitié continue à manger leur régime alimentaire habituel, l'autre moitié ajoute juste quelques portions de fruits et légumes à leur alimentation. Après avoir eu leur vaccination contre la pneumonie, leur vaccination Pneumovax, et vous pouvez voir une amélioration significative de la réponse immunitaire d'anticorps protecteurs, juste en ajoutant quelques portions de fruits et de légumes à leur alimentation. Et ça, c'était sans supprimer la viande. Juste le fait d'ajouter des fruits et légumes peut considérablement améliorer la fonction immunitaire. Le tueur numéro 10, c'est le suicide. Nous savons que ceux qui mangent plus sainement ont un état d'humeur plus sain. Ils ont environ la moitié moins de dépression, d'anxiété, degré de stress par rapport à ceux qui mangent de la viande. Les chercheurs soupçonnent que c'est à cause de l'acide arachidonique, cet acide gras oméga-6 inflammatoire à longue chaîne présent principalement dans le poulet et les œufs. C'est là qu'il se trouve surtout dans l'alimentation américaine. Mais vous ne pouvez pas savoir le lien de cause à effet jusqu'à ce que vous le testiez. Ils ont donc pris des gens mangeant le régime américain standard, ont retiré la viande, retiré le poisson, retiré la volaille et les œufs de leur alimentation, et ils ont trouvé une amélioration significative des scores d'humeur dans les 2 semaines à peine, grâce peut-être à cette élimination de l'acide arachidonique de leur corps, acide qui, pensaient-ils, avait un impact négatif sur la santé mentale par l'intermédiaire d'une cascade de neuroinflammation, une inflammation du cerveau. Mais nous avons pu éliminer cette inflammation dans leur cerveau en juste 2 semaines, en éliminant les œufs, le poulet et les autres viandes. Bon, maintenant la question c'est est-ce que je suis juste en train de choisir mes données? Qu'en est-il des autres études, des essais contrôlés aléatoires montrant que les autres régimes ont amélioré l'humeur? Eh bien, il n'y en a pas. Une étude récente a conclu que seul un régime alimentaire à base de plantes fonctionne en termes de résultats. Difficile de me reprocher de choisir mes résultats quand en réalité on n'a qu'un seul choix, n'est-ce pas? Cela fonctionne également dans le milieu du travail. Augmentation notable des capacités physiques, santé générale, vitalité, santé mentale. Et c'est pas étonnant, cela se traduit en une meilleure productivité des travailleurs. La plus grande étude sur 15 sites administratifs, à Gecko, a trouvé qu'un régime à base de plantes apportait les améliorations significatives pour la dépression, l'anxiété, le stress et amélioration du bien-être émotionnel, etc., etc. Les changements sur le mode de vie tels que l'exercice peuvent aider à la santé mentale, ainsi qu'à la santé physique. Et parmi les plus efficaces de ces changements est de choisir un régime à base de plantes. Le tueur numéro 11, c'est les infections du sang. Bien sûr, des bactéries d'origine alimentaire peuvent passer de l'intestin dans le sang, et chez les femmes peuvent même se glisser dans leur vessie. Nous savons depuis des décennies que ce sont les bactéries venant du rectum qui causent les infections urinaires. Mais c'est seulement récemment que nous avons compris d'où venait ce réservoir rectal de bactéries causant les infections urinaires. Et nous savons maintenant que c'est le poulet. Nous avons des empreintes génétiques ADN prouvant un lien direct entre les animaux de la ferme, la viande et les infections urinaires. Des preuves solides que les infections urinaires peuvent être ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire une maladie transmissible d'un animal à l'homme. Mais là vous dites, attendez une seconde, est-ce que je ne peux pas juste utiliser un thermomètre à viande et m'assurer que la viande est bien cuite ? Eh bien non, à cause de la contamination croisée. Nous savons depuis des décennies que si vous donnez à quelqu'un un poulet congelé à préparer et à cuire dans sa propre cuisine, comme il le ferait normalement, une multitude de bactéries résistantes aux antibiotiques sautent du poulet à l'intestin du volontaire, et ce avant même qu'il ne le mange. Donc vous pouvez même brûler ce poulet dans le four, le réduire en cendres, vous n'avez même pas besoin de le manger, et vous êtes quand même infecté avant même qu'il ne soit dans le four. Juste le fait de le manipuler est déjà un problème. En quelques jours, les bactéries de poulet résistantes aux médicaments se sont multipliées au point de devenir une grande partie de la flore intestinale. Les bactéries du poulet étaient en quelque sorte en train d'envahir leur intestin. Mais qu'en est-il si vous suivez aussi les directives de sécurité de manipulation? Bon, personne ne fait vraiment cela, mais la recommandation officielle de l'USDA est de désinfecter toutes les surfaces communes de cuisine avec une solution d'eau de javel. Ensuite, ils pulvérisent l'eau de javel sur le tout. D'accord, et que se passe-t-il si vous faites cela? Puis, que vous êtes revenu plus tard dans la cuisine et testé les surfaces communes de la cuisine. Quand vous faites cela, les chercheurs trouvent des bactéries fécales pathogènes, de la salmonelle, des campylobactères, ce sont des agents pathogènes humains dangereux, toujours dans la cuisine.
La raison pour laquelle la plupart des gens ont plus de bactéries de matière fécale dans leur évier de cuisine que sur leur siège de toilette est parce que la plupart des gens rincent les poulets dans l'évier et non dans les toilettes. Donc à moins que notre cuisine soit comme un laboratoire de biosécurité, la seule façon de garantir que nous ne laissons pas de risques infectieux dans la cuisine est de ne pas le faire rentrer dans nos maisons en premier lieu. Heureusement, ce n'est pas comme si vous mangiez du poulet une fois et que vous étiez colonisé pour la vie. Dans cette étude, les bactéries de poulet ne semblent durer que 10 jours environ avant que nos bonnes bactéries puissent reprendre le dessus. Le problème est que beaucoup de familles mangent du poulet plus d'une fois tous les 10 jours et donc réintroduisent peut-être constamment ces microbes de poulet dans leur intestin, dans leur système. Mais dites, attendez une seconde, vous ne pouvez pas vendre des voitures dangereuses ni des jouets dangereux, n'est-ce pas? Comment est-il légal de vendre de la viande dangereuse? Eh bien, ils le font en blâmant le consommateur. Voici les propos d'un microbiologiste en volaille représentant de l'USDA. Je cite, « Les viandes crues n'ont pas de protection contre les idiots. Elles peuvent être mal gérées et dans ce cas, c'est comme manipuler une grenade à main. Vous dégoupillez la grenade et quelqu'un va se blesser. » Alors que certains peuvent remettre en question la sagesse de vendre des grenades dans les supermarchés, en tout cas, si on tombe malade, c'est notre faute. L'expert en volaille de l'USDA suggère que c'est la responsabilité des consommateurs, mais que nous refusons juste de l'accepter. Ce serait comme un fabricant d'automobiles disant « Oui, nous avons installé des freins défectueux, mais c'est de votre faute de ne pas avoir mis la ceinture de sécurité à votre enfant. » Le chef du secteur d'intoxication alimentaire du CDC a répondu par ces paroles célèbres à ce genre d'attitude provenant de l'industrie de la viande qui consiste à blâmer la victime. Elle a demandé « Est-il raisonnable que, si un consommateur ne cuit pas assez un hamburger, leur enfant de 3 ans meurt? Est-ce que c'est vraiment raisonnable, sérieusement ?» Ne vous inquiétez pas, cependant, l'industrie de la viande travaille sur le problème. Ils viennent juste d'avoir l'approbation du FDA pour un virus mangeur de bactéries qu'ils peuvent pulvériser sur la viande. Mais l'industrie est préoccupée par la réaction des consommateurs à ces soi-disant bactériophages qu'ils peuvent présenter un certain défi pour l'industrie alimentaire. Et donc, bien sûr, ils ne vont pas l'indiquer sur l'étiquette ou quoi que ce soit, bien sûr. Mais s'ils pensent que ça va être un défi, regardez leur autre idée lumineuse. L'effet de l'extrait de pulpe de mouche sur la conservation du porc. C'est le vocabulaire scientifique pour dire qu'ils veulent étaler un mélange d'asticots sur la viande. Et maintenant, attendez, c'est une méthode simple et à faible coût. Pensez-y, sérieusement. Regardez, les asticots prospèrent avec la viande pourrie. Cependant, on n'a aucune preuve sur... problème de télécommande, désolé. Mais on n'a trouvé aucun rapport scientifique sur le fait que les asticots puissent développer des maladies graves. Bizarre, non? Avez-vous déjà vu un asticot éternuer? Sérieux? Je pense pas. Alors c'est sûrement qu'il doit être rempli d'une sorte d'antibactérie ou quelque chose, non? Prenons donc quelques asticots, laissons-les grandir 3 jours, lavons-les, essuyons-les, un peu d'action du Vitamix là, et voilà. Des viandes plus sûres. Nous avons parlé de l'insuffisance rénale. Qu'en est-il de l'insuffisance hépatique? Nous savons depuis des décennies qu'un régime alimentaire à base de plantes pourrait être utilisé pour traiter l'insuffisance hépatique, réduisant de manière significative les toxines qui s'accumuleraient en mangeant de la viande, sans un foie en parfait état pour détoxifier votre sang. Je dois admettre cependant qu'il y a une catégorie de personnes qui suivent un régime à base de plantes et dont pourtant la fonction hépatique s'aggrave. Ils sont appelés alcooliques. Ils vivent d'orge, de maïs et de raisins liquides. C'est strictement à base de plantes liquides, mais c'est pas si bon que ça. Bizarrement, je sais pas trop pourquoi. Vient ensuite l'hypertension artérielle, touchant près de 78 millions d'Américains. C'est presque une personne sur 3 parmi nous. Et alors que nous vieillissons, notre tension devient de plus en plus élevée, de telle sorte qu'à l'âge de 60 ans, cela touche plus de la moitié de la population. Mais donc, si cela affecte plus de la moitié d'entre nous, alors peut-être que c'est pas vraiment une maladie, mais plutôt une sorte de conséquence inévitable du vieillissement.
La réponse est non. Nous savons depuis les années 1920 que l'hypertension artérielle est évitable. Des chercheurs ont mesuré la pression artérielle d'1 millier de personnes dans le Kenya rural qui consommaient un régime centré autour de, devinez quoi, des aliments végétaux entiers. Féculents, céréales, légumes, fruits et légumes à feuilles vert foncé. Notre tension augmente quand nous vieillissons. Dans leur cas, elle diminue. Et plus c'est bas, mieux c'est. La limite de 140 par 90 est arbitraire. Même les gens qui ont déjà une pression artérielle basse de 120 par 80, et si vous allez chez votre médecin et que vous avez 120 par 80, vous obtenez une médaille d'or, mais même pour ces gens-là, il semble en tirer aussi un bénéfice et ça baisse encore. Donc la pression artérielle idéale, la valeur pour laquelle il n'y a aucun avantage à chercher à la réduire davantage, c'est 110 par 70. Mais attendez une seconde, est-il même possible de baisser la pression artérielle à 110 par 70 ? C'est non seulement possible, mais c'est également normal pour ceux qui ont une alimentation suffisamment saine. En plus de 2 ans, dans un hôpital du Kenya rural, 1800 patients ont été admis. Devinez combien de cas d'hypertension artérielle ont-ils trouvé ? 0. Waouh ! Ils devaient donc avoir un faible taux de maladie cardiaque, non ? Mieux que ça, ils n'avaient pas du tout de maladie cardiaque. Pas un seul cas d'artériosclérose, notre tueur numéro 1, n'a été trouvé. En Chine rurale aussi, environ 110 par 70, toute leur vie. À 70 ans, ils ont la même pression artérielle moyenne qu'à l'âge de 16 ans. Maintenant, bien sûr, entre l'Afrique et la Chine, les régimes alimentaires sont très différents. Mais ils partagent un point commun. Ils ont tous un régime à base de plantes quasiment tout le temps, et mangent de la viande seulement lors d'occasions spéciales. Alors pourquoi pensons-nous que c'est le côté plante de leur alimentation qui est si protecteur ? Parce que dans le monde occidental, le seul groupe à obtenir une pression artérielle si basse, selon l'Association américaine du cœur, est ceux dont l'alimentation est strictement à base de plantes, arrivant à une moyenne de 110 par 65. Sur la base de la plus grande étude actuelle de ceux qui ont un régime à base de plantes, et il s'agit d'une étude de 89 000 Californiens, il semble qu'il y ait cette baisse progressive du taux de la pression artérielle plus le régime alimentaire contient des plantes. C'est-à-dire quand on passe d'être mangeur de viande à un genre de flexitarisme, puis à juste du poisson ou des œufs et des produits laitiers, ou complètement à base de plantes. Même chose avec l'obésité et le diabète. Le plus sainement on se nourrit, le mieux c'est. Alors oui, bien sûr, nous pouvons éliminer la grande majorité de nos risques. Mais ce qui est important de comprendre par rapport à ce tableau, aussi, c'est que ce n'est pas tout ou rien. Il ne s'agit pas de tout noir ou tout blanc. Chaque fois que nous faisons un pas sur l'échelle de manger plus sainement, cela peut engendrer des bénéfices de santé importants, qui s'améliorent à chaque fois que vous en faites plus. Sur le plan de la pression artérielle, on peut regarder cette expérience. Vous prenez des végétariens, vous leur donnez de la viande et les payez suffisamment cher pour qu'ils acceptent de la manger, et leur pression artérielle monte. Ou vous retirez la viande de leur alimentation et leur pression artérielle baisse après seulement 7 jours. Comme on le voit dans ce programme d'études du Dr McDougall que vous connaissez bien. Et c'est après que la grande majorité ait déjà arrêté ou réduit complètement leurs médicaments pour la pression artérielle. Ils ont été obligés de réduire leurs médicaments qu'ils utilisaient pour la pression artérielle, car ils avaient déjà traité la cause de la maladie. Et donc, si vous n'avez plus d'hypertension artérielle, et si vous continuez de prendre des médicaments, vous pouvez faire baisser votre tension trop bas et tomber et vous faire mal. Et donc, il faut réduire les médicaments. Et le résultat, c'est donc une tension plus basse avec moins de médicaments. Voilà le pouvoir des plantes. Alors, est-ce que l'Association américaine du cœur recommande un régime sans viande ? Non, il recommande un régime alimentaire pauvre en viande, le soi-disant régime DASH. Alors pourquoi pas végétarien ? Lorsque le régime DASH a été créé, n'était-il tout simplement pas au courant de cette recherche historique effectuée par Frank Sack de Harvard ? Non, bien sûr, ils étaient au courant de l'étude historique. Le président du comité de conception qui est arrivé à ce régime DASH était justement Frank Sack. Vous voyez, le régime DASH a été explicitement conçu avec l'objectif numéro 1 de profiter des avantages du régime végétarien qui fait baisser la pression artérielle, mais en contenant assez de produits d'origine animale pour le rendre acceptable au public. Ils ne pensaient pas que le public pouvait faire face à la vérité. Donc c'est ça leur ligne de défense. C'est leur façon de penser.
De la même façon que les médicaments ne fonctionnent pas à moins que vous les preniez réellement, les régimes ne fonctionnent pas non plus à moins que vous les adoptiez réellement. Ils se sont donc dit, personne ne va passer à un régime végétarien strict, n'est-ce pas? Donc peut-être que si nous assouplissons un petit peu la vérité, à l'échelle de toute la population, peut-être que ça aidera un plus grand nombre de gens. Allez donc dire cela à des milliers de familles qui, tous les jours, perdent un proche à cause de l'hypertension artérielle. Peut-être qu'il est temps de commencer à dire la vérité au public américain. Le tueur numéro 14, c'est la maladie de Parkinson. Est-ce qu'une alimentation à base de plantes réduit le risque de la maladie de Parkinson? Eh bien, la plupart des études à ce jour montrent un lien entre les produits laitiers et la maladie de Parkinson. Mais pourquoi? Il y a des preuves que le lait est contaminé par des produits chimiques neurotoxiques. Des niveaux élevés de résidus de pesticides ont été trouvés à la fois dans la production de lait et dans le cerveau des gens qui meurent de la maladie de Parkinson. Ce sont des molécules telles que la tétrahydroisoquinolène, utilisées pour créer la maladie de Parkinson chez les singes en laboratoire. On en trouve en fait surtout dans le fromage. Il y a donc eu des demandes pour que nous ayons des dépistages des toxines pour le lait. On peut toujours espérer, bien sûr. Mais attention, si vous décidez simplement de ne plus boire du lait, qu'arriverait-il à vos os? Et oui, c'est un stratagème de marketing. Si vous regardez les données scientifiques, le lait ne semble pas protéger contre le risque de fracture de la hanche. Que vous en buviez pendant votre vie adulte, ou que vous en buviez pendant votre adolescence. En fait, la consommation de lait a été associée à une augmentation du risque de fracture. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle les risques de fracture de la hanche sont les plus élevés dans les populations où ils boivent le plus de lait. Des chercheurs suédois ont alors décidé de faire l'expérience. Ils ont suivi 100 000 hommes et femmes pendant près de 20 ans, et les femmes qui buvaient du lait avaient des taux de plus élevés de décès. Plus de maladies cardiaques, beaucoup plus de cancers pour chaque verre de lait quotidien. 3 verres de lait par jour étaient associés à près de 2 fois le risque de décès prématuré. Et ils avaient aussi beaucoup plus de fractures des os et de la hanche. Donc plus de lait égale plus de fractures. Les hommes qui buvaient du lait avaient aussi, eux, des taux élevés de décès. Mais étonnamment, vous ne verrez jamais de publicité pour le lait qui ressemblerait à celle-là. Et franchement, je me demande pourquoi. Et la dernière maladie, c'est la pneumonie d'aspiration qui est provoquée par la difficulté d'avaler en raison d'un accident vasculaire cérébral ou de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. C'est des choses qu'on a déjà parlé. On a vu donc les 15 principales raisons pour lesquelles les Américains meurent. Et un régime alimentaire à base de plantes peut les prévenir presque toutes, peut aider à traiter plus de la moitié d'entre elles, et même prévenir et inverser le cours de la maladie pour certaines d'entre elles, y compris dans certains cas, nos 3 premières raisons de décès. Alors oui, il y a certains médicaments qui, dans certaines circonstances, peuvent aider aussi. Il y a des statines qui réduisent le cholestérol, il y a toutes sortes de différents médicaments, certains sont à prendre pour abaisser la tension, il y a des comprimés pour le sucre dans le sang, des injections d'insuline, mais pensez au régime alimentaire. Ce simple régime alimentaire permet de traiter tout d'un coup. Ce n'est pas comme s'il y avait un régime pour le foie, un autre pour le cœur et encore un autre régime différent pour la santé du cerveau. Non, un régime qui est bon pour le foie est bon également pour le rein, est bon également pour un corps sain en général. Ici, on parle d'un seul régime alimentaire pour une santé globale. Et qu'en est-il des effets secondaires des médicaments? Je ne parle pas ici d'une petite éruption cutanée ou de quelque chose du genre. Les médicaments sous ordonnance tuent plus de 100 000 Américains chaque année. Attendez une seconde. Il y aurait donc 100 000 morts américains chaque année à cause des effets secondaires des médicaments? Eh bien, si on regarde tout ça, cela signifie que la 6e cause principale de décès aux États-Unis, c'est en fait les médecins. Donc la 6e cause de décès, c'est moi. Heureusement, vous pouvez éviter d'avoir affaire à moi si vous suivez un régime alimentaire à base de plantes. Sérieusement, cependant, si on compare les 15 000 végétariens américains aux mangeurs de viande, ces derniers sont environ 2 fois plus susceptibles d'être sous aspirine, somnifères, tranquillisants, antiacides, analgésiques, médicaments pour la tension, et évidemment sous laxatifs également, ainsi que sous insuline.
Une alimentation à base de plantes est donc idéale pour qui n'aime pas prendre des médicaments, pour les personnes qui n'aiment pas payer les médicaments et pour ceux qui n'aiment pas risquer les effets secondaires des médicaments. Vous voulez résoudre la crise des soins de santé? J'ai une suggestion. Il n'y a qu'un seul régime alimentaire qui ait jamais été prouvé pour inverser la maladie cardiaque chez la majorité des patients. C'est le régime alimentaire à base de plantes. Et à chaque fois que quelqu'un essaie de vous vendre un nouveau régime alimentaire dont ils ont entendu parler, rendez-moi un service. Posez-leur juste une simple question. Dites-leur, ok, ce nouveau régime alimentaire a-t-il été prouvé comme inversant la maladie cardiaque? Qui, je vous rappelle, est la raison la plus probable selon laquelle moi et tous mes proches allons mourir. Si la réponse est non, alors pour quelle raison voudriez-vous ne serait-ce même que tester ce régime? Si inverser notre cause de décès numéro 1 est ce qu'une alimentation à base de plantes peut faire, pourquoi ce type d'alimentation ne deviendrait-elle pas le régime par défaut jusqu'à ce qu'il en soit prouvé autrement? Et le fait qu'elle peut également être efficace pour la prévention, le traitement et l'inversion des autres causes majeures de mortalité comme le diabète de type 2 et l'hypertension, cela ne devrait-il pas également plaider en sa faveur de façon incontestable? La plupart des décès aux États-Unis sont évitables et sont liés à la nutrition. D'après l'analyse la plus rigoureuse jamais publiée sur les facteurs de risque, la cause numéro 1 de décès aux États-Unis et la première cause d'invalidité sont notre régime alimentaire. Et ça dépasse donc les dangers du tabac qui se retrouvent au second rang des causes de décès. Les cigarettes ne tuent donc environ qu'un demi-million d'Américains chaque année, alors que notre alimentation tue des centaines de milliers de plus. Ainsi, permettez-moi de conclure par un exercice de pensée. Imaginez que vous soyez un fumeur dans les années 1950. La consommation moyenne de cigarettes par habitant était de 4000 cigarettes par an. Cela signifie que l'Américain moyen fumait un demi-paquet par jour. Les médias vous disaient de fumer. Les athlètes célèbres étaient d'accord. Même le Père Noël vous disait de fumer. Je veux dire, regardez, vous voulez garder la forme et rester mince. Restez svelte et gardez la ligne en mangeant beaucoup de hot dogs. Alors vous fumez et mangez vos hot dogs. Et pour rester mince et svelte, vous mangez beaucoup de sucre aussi. C'est bien meilleur pour la santé que cette pomme, vous voyez? Bien que les pommes semblent être bons et frais, selon une note de l'étude interne de l'industrie du tabac, ils y voient beaucoup plus de possibilités pour les cigarettes destinées aux jeunes. Ils voulaient faire des cigarettes au goût de pomme pour les enfants. Quelle honte! Pour le bien de la digestion, vous fumez. Je veux dire, aucun pouvoir curatif n'est revendiqué par Philip Morris. Mais regardez, un peu de prévention vaut mieux que beaucoup de guérison. Donc, mieux vaut être un peu trop prudent et fumer. Soufflez la fumée sur son visage et elle te suivra partout. C'est bien connu, aucune femme ne résiste. Elles sont si rondes, si fermes, si bien emballées. Après tout, même John Wayne fumait, jusqu'à ce qu'il ait un cancer du poumon et meure. Vous voyez, à l'époque, même les gens du Paléolithique fumaient. Et les médecins aussi. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de controverse au sein de la profession médicale. Oui, certains médecins fumaient des camels et d'autres médecins préféraient les Lucky. Donc il y avait un petit conflit à ce niveau-là. Et le leader du Sénat américain approuvait. Et je me pose la question, qui ne voudrait pas donner des vacances à leur gorge? Comment pourrait-il y avoir un seul cas d'irritation de la gorge quand les cigarettes sont tout aussi pures que l'eau que vous buvez? Peut-être à Flint, dans le Michigan. Et si vous avez des irritations, pas de problème. Votre médecin peut toujours vous rédiger une ordonnance pour des cigarettes. Voici une publicité dans le journal de l'Association médicale américaine. Ainsi, quand la médecine traditionnelle dit que fumer, en définitive, est bon pour vous, et lorsque l'Association médicale américaine l'affirme, alors vers qui pourriez-vous vous tourner si vous voulez juste des faits? Quelles sont les nouvelles données avancées par la science? Elle était trop fatiguée pour le plaisir, et puis elle a fumé une camel.
Et Babe Ruth a parlé de preuves positives pour la cigarette, mais c'était quand il était encore capable de parler, avant de mourir d'un cancer de la gorge. Maintenant, si par miracle, il y avait un site internet, genre smokingfact.org à l'époque, qui pouvait faire connaître directement la science, en contournant les filtres institutionnels, commercialement corruptibles, vous auriez pris connaissance d'études comme celle-ci. Voici une étude adventiste en Californie, publiée en 1958, qui montre que les non-fumeurs ont un risque de cancer du poumon d'au moins 90% plus bas que les fumeurs. Mais ce n'était pas la première étude. Lorsque le célèbre chirurgien Michael DeBakel a été interrogé sur pourquoi ces études publiées dans les années 30 montrant un lien entre fumée et le cancer du poumon étaient tout simplement ignorées, il a dû rappeler aux gens comment c'était à l'époque. Nous étions une société de fumeurs. C'était dans les films, c'était partout. Les réunions médicales étaient un gros nuage de fumée. Fumer était en un mot normal. Revenons donc à notre exercice de pensée. Si vous êtes un fumeur dans les années 50 et que vous êtes au courant, que faites-vous? Est-ce que vous changez ou est-ce que vous attendez? Si vous attendez jusqu'à ce que votre médecin vous dise qu'entre deux bouffées, d'arrêter, vous pourriez déjà avoir un cancer à ce moment-là. Si vous attendez jusqu'à ce que les pouvoirs en place le reconnaissent officiellement, comme le médecin en chef l'a fait lors de la décennie suivante, vous pourriez être déjà mort à ce moment-là. Il a fallu attendre 25 ans pour que le rapport du médecin en chef sorte. Il a fallu plus de 7000 études et la mort de nombreux fumeurs avant que le rapport du premier médecin en chef contre le tabagisme soit publié. Vous pensez peut-être qu'après les 6000 premières études, ils auraient pu donner un petit avertissement ou quelque chose. Bien sûr que non. C'est une puissante industrie. On peut donc se demander combien de personnes souffrent actuellement inutilement de maladies d'origine alimentaire. Peut-être aurions-nous dû arrêter de fumer après la sortie de la 700e étude comme celle-ci. En tant que fumeur, dans les années 50, d'un côté, vous aviez toute la société, le gouvernement, la profession médicale elle-même qui vous disait de fumer. Et de l'autre côté, tout ce que vous aviez était la science. Mais il aurait fallu que vous étiez au courant d'études comme celle-ci. Maintenant, faisons un saut dans le temps, 55 ans après. Il y a une nouvelle étude adventiste en Californie avertissant les Américains des risques concernant une chose qu'ils mettent aussi dans leur bouche. Il ne s'agit pas seulement d'une seule étude. Selon le dernier examen, la somme totale des preuves suggère que la mortalité due à toutes les causes mises ensemble et beaucoup de nos maladies redoutées, accidents vasculaires cérébraux, cancers, diabète, etc., est significativement plus faible chez ceux qui ont une alimentation à base de plantes. Donc, au lieu de quelqu'un qui accepte l'habitude américaine de fumer dans les années 50, imaginez que vous ou quelqu'un que vous connaissez accepte aujourd'hui les habitudes alimentaires américaines d'aujourd'hui. Alors que feriez-vous? Avec un accès à la science, vous vous rendrez compte que les meilleures preuves disponibles suggèrent que vos habitudes alimentaires ne sont pas si bonnes pour vous. Alors est-ce que vous changez ou est-ce que vous attendez? Si vous attendez jusqu'à ce que votre médecin vous dise entre deux bouchées de manger plus sain, il sera déjà peut-être trop tard. En fait, à l'époque, même après que le rapport du médecin en chef soit publié, la communauté médicale a continué à traîner des pieds concernant la cigarette. En réalité, l'AMA, l'Association des médecins américains, a officiellement refusé d'approuver le rapport du médecin en chef. Et pourquoi donc? Peut-être que c'est parce qu'il venait juste d'obtenir un chèque de 10 millions de dollars de l'industrie du tabac. Peut-être pas, peut-être que c'est juste une coïncidence. D'accord, nous savons donc pourquoi l'AMA était favorable à l'industrie du tabac. Mais pourquoi est-ce que les médecins individuels n'ont-ils rien dit? Eh bien, il y avait quelques âmes vaillantes en avance sur leur temps à l'époque, comme il y en a maintenant, qui se lèvent et qui disent, comme ils le font aujourd'hui, faisant face contre les institutions qui tuent des millions. Mais pourquoi n'étaient-ils pas plus nombreux? Eh bien, peut-être parce que la majorité des médecins eux-mêmes fumaient des cigarettes. De la même façon que la majorité des médecins aujourd'hui continuent de manger des aliments qui contribuent à notre épidémie de maladies d'origine alimentaire. Quel était le cri de ralliement de l'AMA à l'époque? C'était tout en modération. Et les études de l'époque disaient que c'était bon de fumer avec modération. Ça vous semble un peu familier, non?
Aujourd'hui, l'industrie alimentaire utilise les mêmes tactiques que l'industrie du tabac, fournissant une information fausse, déformant la science. Ces mêmes scientifiques qu'on a pu payer pour minimiser les risques de la fumée passive et des produits chimiques toxiques sont les mêmes qui sont payés par l'Association nationale des confiseurs pour minimiser les risques des confiseries et les mêmes payés par l'industrie de la viande pour minimiser les risques de la viande. La consommation des produits d'origine animale et des aliments transformés cause au moins 14 millions de décès dans le monde chaque année. 14 millions de morts. Ces régimes à base de plantes peuvent maintenant être considérés comme une sorte d'équivalent nutritionnel au fait d'arrêter de fumer. Combien de personnes en plus vont-elles devoir mourir avant que le Collège américain de cardiologie ne prenne position et dise « N'attendez pas la chirurgie à corps ouvert pour commencer à manger sainement ». En attendant que notre société change, nous devons prendre la responsabilité personnelle de notre propre santé et de la santé de notre famille. Nous ne pouvons pas attendre jusqu'à ce que la société rattrape la science, car il s'agit ici d'une question de vie ou de mort. L'année dernière, le docteur Kim Williams a été élu président du Collège américain de cardiologie. On lui a demandé pourquoi il suit ses propres conseils qu'il donne aux patients de manger une alimentation à base de plants. Le docteur Williams a répondu « Cela ne me dérange pas de mourir, je ne veux juste pas que ce soit de ma propre faute. » Je vous remercie. Merci, grand merci. Si vous voulez partager cette conférence que j'ai donnée, c'est en fait une combinaison, c'est un peu le meilleur de mes 4 dernières conférences annuelles en DVD sur la cause principale de décès, la cause principale d'invalidité, les maladies les plus courantes, les maladies les plus redoutées. Nous avons tous ces DVD en question ici, ainsi que mon dernier DVD, je crois. J'en suis au volume 30 et quelques maintenant. Tous les profits issus de la vente de tous mes livres, de tous mes DVD et des conférences vont entièrement à des œuvres caritatives. Et je suis très excité pour la première fois d'avoir ici à la conférence McDougall mon livre « Comment ne pas mourir ». Souvenez-vous, en septembre, je vous disais, dans 3 mois, mon nouveau livre sera sorti. Et maintenant, enfin, je suis tellement excité qu'il soit là. Bien sûr, tout mon travail est disponible gratuitement sur le site nutritionfact.org. Oui. Michael, vous êtes le maître. Merci, Dr. Greger. Ça a été une merveilleuse présentation. J'ai une question pour vous. Puisque vous êtes le maître de la lecture d'études, les diffusant auprès du grand public, êtes-vous au courant, et je sais que vous avez cité la recherche de l'impact sur le cancer d'une alimentation à base de plantes, de l'étude du Dr. Dean Ornish de l'UCSF sur le cancer de la prostate. Êtes-vous au courant d'autres essais cliniques humains en cours maintenant dont nous pourrions attendre d'avoir des résultats qui montrent effectivement l'impact d'une alimentation à base de plantes dans le traitement du cancer plutôt que la prévention? Professeur Campbell, ne serait-ce pas une étude remarquable à faire? Oui. Ok, très bien. Les seules études que nous avons, il y a donc des études sur les aliments individuels, mais en termes d'une alimentation à base de plantes, non. Nous avons juste l'étude d'Ornish en attendant que des études sortent bientôt, je l'espère. Mais actuellement, nous avons par exemple, vous savez, j'ai des vidéos sur l'effet des fraises par exemple, sur la progression du cancer de l'œsophage, où ils ont seulement pris des gens avec des liaisons précancéreuses dans leur œsophage, et ils leur ont donné essentiellement, je crois, des fraises. 2 pintes de fraises par jour pendant 1 mois. Cela fait beaucoup de fraises, mais c'était juste des fraises. Et ils ont constaté que pour la majorité des patients, et je crois 80% des patients, les lésions s'étaient améliorées. Et je crois que pour la majorité des patients, elles ont disparu complètement, comme parties. Et puis ils ont fait des biopsies et ont vu les changements génétiques qui ont eu lieu. Les octogènes diminuent et les gènes suppresseurs de tumeurs augmentent.
Il y a des études similaires sur les framboises noires mises sur des liaisons cancéreuses orales et des suppositoires de framboises noires administrés pour des liaisons de cancer du rectum. Ouais, n'essayez pas ça à la maison. Et des études sur les graines de lin et sur le soja pour les patients ayant un cancer du sein et d'autres choses comme ça. Donc oui, il y a eu des études sur les aliments individuels. Mais on se dit, tiens, si toute votre alimentation était à base de plantes. Mais tout ce que nous avons comme référence, je veux dire en termes d'études cliniques, c'est le travail historique du docteur Dean Ornish, qui au-delà de tout type de travail ex vivo, comme nous avons pu le voir pour les patients atteints de cancer du sein, où nous utilisions ce qui se passe dans votre corps après avoir mangé sainement pendant seulement 2 semaines, en étudiant ce qui se passe quant à la capacité de votre sang à supprimer la croissance du cancer. Mais c'est différent de prendre des gens avec un cancer, de changer leur régime alimentaire et de voir réellement ce qui se passe. Et là, on se pose la question suivante. Pourquoi personne n'a fait cette étude ? C'est juste que l'industrie du brocoli n'a tout simplement pas le même budget de recherche, je le crains, que l'industrie pharmaceutique. Mais je veux dire, par exemple, je serais favorable pour faire un don afin que ce genre d'étude soit réalisée. Pourquoi ne dirions-nous pas « Je veux voir cette étude réalisée ». Et donc, si par exemple, le Dr Campbell mettait en place un tel projet de recherche, avec la participation d'instituts de recherche, et disait « Prenons des patients cancéreux, mettons-les sous un régime alimentaire à base de plantes, et voyons ce qui se passe. » Et donc, on pourrait mettre en place un genre du programme Kickstarter, et je lui ai dit que si nous le faisons, nous allons recueillir des fonds pour lui en un rien de temps. J'en ferai la promotion sur mon site. Et nous ferons tout pour le faire connaître, et je pense que c'est faisable. Donc j'espère que l'année prochaine, nous allons revenir avec de meilleures nouvelles. Michael, pardonne-moi pour cette intervention sur le sujet, mais quelque chose de très important s'est produit le 13 février 2015. Et c'est lorsque la Société américaine du cancer a rendu public et recommandé que les personnes atteintes d'un cancer suivent un régime dans ce sens, car il améliore la probabilité de survie. Et il y a de nombreuses études qui ont été faites qui montrent que les gens atteints d'un cancer du sein, d'un cancer de la prostate, du côlon ou même d'un mélanome, quand ils mangent un régime alimentaire plus sain, ils vivent plus longtemps. Donc la Société américaine du cancer est sortie de sa réserve et a soutenu le traitement du cancer avec un régime alimentaire. Si vous avez un cancer, vous devez suivre ce type de régime, et jusqu'à ce jour, c'était leur position officielle. Et en février, ils m'ont reconfirmé la même conclusion. Une des règles principales du traitement pour tous les patients cancéreux devrait être un régime alimentaire à base de plantes. Donc il y a beaucoup d'informations à trouver un peu partout sur le sujet. Il y a donc certainement eu des études montrant que, par exemple, les femmes qui mangeaient plus de graisses saturées après un diagnostic de cancer du sein vivaient significativement moins longtemps et ont donc plus de rechutes. Donc oui, vraiment, consommer plus d'aliments à base de plantes. Mais en termes d'études aléatoires sur et avec des gens suivant les régimes alimentaires à base de plantes, malheureusement, il n'y a pas assez d'études. Je me demandais s'il y a une corrélation entre une bonne ou une mauvaise alimentation et les problèmes d'articulation, car tout le monde semble en avoir. Oui, eh bien, je veux dire, probablement, la raison numéro 1, quand vous parlez d'arthroplastie du genou, la raison pour laquelle les genoux des gens s'usent, c'est parce qu'ils transportent 90 kilos. Non dans leur dos, mais dans leur taille. Je veux dire que c'est la cause principale de cette arthrose de nos genoux. Nos genoux s'usent et doivent être donc remplacés. Et donc, est-ce que l'alimentation a quelque chose à voir avec l'obésité? Si vous pensez qu'il y a un mécanisme possible là, alors absolument. C'est l'une des causes de chirurgie les plus courantes dans notre société. Mais ce n'est pas comme si vous pouviez dire « Tiens, je dois avoir une intervention au genou la semaine prochaine, je vais donc faire des changements alimentaires. » Non, ça ne marche pas comme ça. Ça doit commencer des décennies avant, de telle sorte que vous puissiez éviter ce genre de problème avec vos articulations. Merci beaucoup pour cette conférence. Je suis une éducatrice en nutrition et ma question est, y a-t-il des études qui ont été faites où les gens font des changements plus radicaux si on leur dit la vérité sur avoir une alimentation à base de plantes par rapport à quand on leur dit, vous savez, faites quelques changements, mangez plus de végétaux en plus des aliments d'origine animale. Par exemple, quel type de personne fait plus de changements dans leur alimentation à long terme? En tant qu'éducatrice, dois-je enseigner les programmes du PCRM ou dois-je travailler pour la santé publique et donner des cours, mais où je ne dis pas tout et ne dis pas passer à un régime à base de plantes car il peut vous guérir du diabète?
Il y a eu en fait des études et il y a une riche littérature en psychologie sur le changement de comportement. Le résultat, c'est plus vous en demandez, plus vous en obtenez. Je pense donc que les médecins se disent « Bon, je vais effrayer les gens si je leur dis la vérité, je vais donc dire « Mangez une pomme de temps en temps ». Mais il se trouve que non, je veux dire que c'est un peu le vieil adage, vous savez. Vous visez les étoiles et finissez sur la Lune ou quelque chose comme ça. Ou alors c'est dans l'autre sens, mais bon, ça n'a pas de sens astronomiquement, donc je dois l'inverser. Mais regardez, ça ne signifie pas que votre patient ne va pas vous écouter. Mais vous pouvez dire, regardez, nous ne disons pas à nos patients, réduisez à un paquet par jour, nous leur disons d'arrêter de fumer. Je veux dire, est-ce que fumer un demi-paquet par jour est mieux que 2 paquets par jour? Ouais, probablement. Mais ça ne reste pas bon pour la santé. Idéalement, nous devrions seulement mettre dans notre bouche des choses saines. Et donc, nous devrions dire à nos patients, c'est ce régime-là qui est l'idéal. C'est comme dans mon livre, c'est un peu drôle à propos de certaines idées radicales que vous trouvez dedans. Je reçois une forte opposition par rapport à ma recommandation sur l'activité physique. Vous savez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste passé en revue les données scientifiques sur ce qui est le mieux, et je recommande donc 90 minutes d'exercice par jour, comme la marche. Les gens me disent 90 minutes par jour. Je réponds, bah regardez, c'est la science le montre. Et là vous dites, alors pourquoi le gouvernement recommande-t-il seulement 22 minutes par jour? Eh bien parce qu'ils essaient de le rendre acceptable. Ils essaient de rendre ça faisable. Ils ne veulent pas effrayer les gens, ils ne veulent pas dire la vérité. Mais si vous regardez la science, c'est très clair. 30 minutes sont mieux que 22 minutes, et 45 ou 60 minutes, c'est encore mieux. Et puis 90 minutes, c'est encore mieux que 60, bien sûr. Et puis, de toute façon, on n'a aucune étude qui vont au-delà de 90 minutes. On n'a pas d'étude pour ça. Donc, la meilleure preuve disponible pour l'instant, c'est que 90 minutes sont simplement le mieux. Donc voilà, c'est ainsi. Cela ne signifie pas que vous devez absolument le faire tous les jours, mais vous devez juste savoir que c'est le mieux. Et donc, essayons de tout faire pour aller dans cette direction. Et c'est la même chose avec l'alimentation. Nous devrions dire aux gens, voici le régime idéal. Voici le régime qui va réellement inverser la maladie. Et ensuite, voilà, ça dépend de vous. Vous êtes adulte, vous voulez fumer des cigarettes, c'est votre corps, c'est votre choix. Mais vous devez connaître les conséquences prévisibles de vos actions. En tant que médecin, c'est notre rôle, renseigner précisément les gens. Vous savez, Michael, sans aucun doute, tout le monde dans le public serait d'accord avec moi. Nous pourrions rester assis ici et vous écouter toute l'après-midi. Mais nous sommes à court de temps, hélas. Et donc, Michael, si vous descendez de la scène, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir vous voir. Nous serons de retour dans 6 minutes. Merci.